Bonjour à tous. Moi, c'est Alexandre Allais. Je suis lead data chez Inato depuis 1 an. Mon rôle chez Inato, c'est de structurer l'équipe data et je contribue aussi à mener les différents projets. Avant ça, j'étais 3 ans chez Warner Bros en tant que data analyst aussi. Et encore avant, j'étais en cabinet de conseil chez Equimetrix en tant que data analyst. Je suis ravi d'être là. Moi, c'est Louise Gaëri. Je suis product data analyst chez Front, qui est une boîte américaine qui a été fondée par 2 Français. Je travaille du coup dans les bureaux parisiens. J'ai rencontré Alex chez Equimetrix, où on travaillait plutôt sur des sujets marketing, CRM, toujours avec un angle data. Et après, je me suis plus rapprochée du produit et j'ai passé 3 ans chez Blablacar. Aujourd'hui, avec Alex, on a décidé de se concentrer sur vous montrer un peu quelles peuvent être les collaborations entre PM et data. On va d'abord commencer par vous présenter un peu nos 2 boîtes et les teams data chez Front et chez Inato. Et ensuite, on va s'appuyer sur un framework produit, de la discovery à la delivery, pour vous montrer quels sont les points d'entrée du product analyst. On finira sur nos défis pour les prochains trimestres et on laissera un peu de temps pour les questions, s'il y en a. Alors, déjà, Inato, qu'est-ce que c'est? Inato, c'est une marketplace qui connecte des labos pharmaceutiques avec des hôpitaux dans le contexte d'études cliniques. Le problème qu'on essaie de résoudre, c'est que traditionnellement, c'est les labos pharmaceutiques qui contactent les hôpitaux pour des études cliniques et ils finissent par aller toujours voir les mêmes. Et donc, on a 5% des hôpitaux qui concentrent 70% des études cliniques. Grâce au modèle de la marketplace, en fait, on donne la chance à plus d'hôpitaux d'accéder aux études cliniques et donc plus de patients. En quelques chiffres, Inato, c'est une belle levée de fonds cette année pour accélérer la croissance sur les prochains mois. On est 45 employés répartis entre les États-Unis et la France. On est en remote first, ça veut dire que le mode par défaut chez Inato, c'est le mode remote, mais on a quand même des locaux assez sympas à Paris. Depuis 2 ans, depuis le lancement de la marketplace, on a pu sélectionner des hôpitaux pour 46 études cliniques à travers 11 labos pharmaceutiques. Et aujourd'hui, on donne la chance à plus de 2600 hôpitaux de candidater à des études cliniques à travers 66 pays. L'équipe data chez Inato, elle s'organise en 3 piliers. On a un pilier core, dont le rôle est de mettre à disposition de la donnée. Pour les 2 autres piliers, donc sur ce pilier-là, c'est tous les data analysts qui contribuent. Et ensuite, on a 2 piliers qui sont au contact de nos clients en interne. Le premier, c'est le pilier Business Intelligence, où là, nos interlocuteurs, ça va être les équipes sales, les équipes marketing, les équipes customer success. Et notre rôle, ça va être de leur apporter soit des analyses, soit du reporting, pour qu'ils puissent prendre des meilleures décisions au quotidien. Et ensuite, on a la partie Product Analytics, qui est du coup un pôle dédié, où là, le rôle des analystes, ça va être d'accompagner les product managers dans le développement produit orienté par la donnée. On a une vision globale long terme dans l'équipe data, c'est de faire une plateforme self-service, de promouvoir un maximum le self-service pour que l'équipe data ne soit pas un goulot d'étranglement pour la prise de décision et pour augmenter la culture data au sein de l'entreprise. Du coup, pour passer à Front, Front, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hub de communication qui permet d'agréger plein de canaux de communication différents. Donc, ça peut être WhatsApp, un email classique, des DM Facebook ou Instagram, et de les redistribuer sur, sur la bonne équipe et les bonnes personnes. La proposition de valeur de Front, c'est vraiment d'associer efficacité opérationnelle et des relations clients qui restent fortes parce qu'on garde la valeur humaine ajoutée. Pour parler rapidement de Front, on a aussi fait une levée de fonds l'année dernière qui nous permet d'être un peu plus serein face à l'environnement un peu macroéconomique en ce moment, mais de rester ambitieux.
Aujourd'hui, on est à peu près 250 employés entre les bureaux de San Francisco, les bureaux de Paris et Dublin. Et on a à peu près 8000 clients qui payent des licences de façon annuelle. La team data chez Front, elle est un peu structurée différemment. Elle va être plus transverse sous différentes organisations. Donc on a une partie business operation qui va être sous la direction financière, avec d'abord des data analysts qui vont, eux, avoir pour interlocuteurs privilégiés le go-to-market, donc des sales, des customer success. Une partie stratégie BizOps qui va traiter des sujets tels que la refonte du pricing, ce genre de choses, donc des sujets très strat. Et une partie data engineer qui va, elle, être responsable de nous donner de la donnée structurée, clean et fraîche. Et de l'autre côté, on a l'équipe Product Analytics dont je fais partie, qui, elle, dépend de la direction Product Engineering and Design parce que ce sont eux nos interlocuteurs privilégiés. Et cette équipe, elle est séparée entre les deux continents pour être au plus près des équipes qu'on assiste, qui sont, elles, séparées entre San Francisco et Paris. Voilà un peu pour le tour. Ça marche. Donc, merci pour l'intro. On espère que vous avez bien compris le contexte de chacune donc de chez Inato et de chez Front. En réfléchissant à comment au mieux présenter le sujet, Louise et Alex ont proposé d'expliquer en fait comment les product data analysts interviennent à chaque phase de la conception. Et du coup, vous allez suivre tout au long de la présentation un peu donc l'histoire de la conception de n'importe quel produit, de l'identification des opportunités, puis la spécification de la solution, le développement et enfin la mesure de succès. Et à chaque fois, du coup, Louise et Alex vont expliquer un petit peu leur rapport en tant que product data analyst sur chacune de ces phases. Donc, je pense qu'on peut démarrer avec du coup la partie identification des opportunités. Ok. Alors pour que vous compreniez, pour que vous ayez un peu le contexte et que vous compreniez mieux en fait là où on va intervenir, je vais commencer par vous expliquer déjà comment il est construit le produit Inato rapidement. Donc Inato, c'est une marketplace. Et le but, c'est de sélectionner des hôpitaux quand on a une nouvelle étude clinique qui est publiée sur la marketplace. Donc c'est un peu comme sur Airbnb, sauf que plutôt qu'avoir un appartement, une annonce d'appartement avec des visiteurs, là vous avez une étude clinique et des hôpitaux. Donc ça commence par déjà une étude qui est publiée, une annonce pour une étude qui est publiée sur la marketplace. Et là, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est en interne, on va regarder quelles sont les caractéristiques de l'étude, on va regarder quelles sont les caractéristiques de nos hôpitaux et on va identifier quels peuvent être les bons candidats potentiels pour une étude. Quand on les a identifiés, on va les contacter pour qu'ils soient au courant qu'il y a une étude pertinente pour eux sur la marketplace. La deuxième étape, c'est pour les hôpitaux qui seraient intéressés, ils peuvent du coup se connecter sur Inato et là, ils doivent remplir un formulaire qui est quand même assez long, dans lequel ils vont mettre tout un tas de renseignements qui vont nous permettre de savoir si ça peut être des bons candidats ou pas. Donc nous, on reçoit ces candidatures et à partir de là, on a des équipes d'experts en interne qui vont revoir la candidature et qui vont recommander uniquement les bonnes candidatures au labo pharmaceutique, au sponsor. Et enfin, la sélection finale, c'est le labo pharmaceutique qui va la faire. Il va dire bon, je vous fais confiance Inato sur cette recommandation, on sélectionne l'hôpital. Du coup, deux exemples d'initiatives produits sur lesquels je vais revenir pendant la présentation. Un, c'est un planificateur d'essai qu'on a fait qui permet, à partir de quelques prérequis, donc par exemple une maladie, d'estimer combien à peu près d'hôpitaux on pourrait avoir qui seraient de bons candidats. Et à partir de ce qui s'est passé, à partir du passé, d'essayer de déterminer à peu près combien d'hôpitaux on pourrait sélectionner. Donc ça, c'est un outil qui est dans le produit, qui a été construit. Et la deuxième initiative produit, c'est un petit questionnaire qu'on met avant la candidature et qui va permettre aux hôpitaux de savoir très vite, avant qu'ils remplissent le long formulaire, très vite si ça peut être des bons candidats ou non. Et donc, ça leur permet de sortir de manière autonome du process et de gagner du temps à ne pas remplir la candidature et pour nous, gagner du temps à ne pas revoir des candidatures qui seraient de mauvaise qualité.
Donc, on revient à identifier les opportunités. Le chef de produit, son objectif, c'est d'améliorer la performance de ce funnel. Améliorer la performance, ça veut dire faire en sorte qu'on ait le plus possible d'hôpitaux qui passent d'une étape à l'autre. Et c'est là où l'équipe data elle va intervenir pour la première fois en construisant un outil de reporting qui permet de piloter la performance du funnel. Donc là, vous avez vu un funnel en 4 étapes juste avant. Là, on a un reporting avec un funnel qui est plus détaillé. L'avantage de ce type de reporting, il y en a deux. Quand c'est du reporting sur quelque chose qui est cœur d'activité, déjà, il est utilisé par plusieurs équipes. Il n'y a pas que les équipes produits qui vont le regarder, il y a aussi les équipes sales, les équipes opérationnelles. Donc, on a beaucoup d'utilisateurs et donc un gros impact. Le deuxième avantage, c'est que c'est complètement self-service. Il n'y a pas besoin d'un data analyst. Il y a besoin d'un data analyst pour construire le dashboard, mais il n'y en a pas besoin pour analyser les résultats, trouver des opportunités produits. Par exemple, dans ce cas-là, en fait, les deux cases qui sont encadrées, la première, c'est le nombre de candidatures qui ont été soumises. La deuxième, c'est le nombre de candidatures qui ont fini par être recommandées. Et en fait, en regardant, en analysant les chiffres, en voyant ce funnel, les product managers ont vu qu'on avait un gros drop, donc on perdait beaucoup d'hôpitaux, et ils en ont conclu qu'on passait beaucoup de temps sur des candidatures qui étaient de mauvaise qualité. Et ça a donné lieu à une initiative produit qui était réduire ce nombre de candidatures de mauvaise qualité en mettant un formulaire tout au début pour identifier très tôt quels sont les mauvais candidats et essayer de les sortir le plus rapidement possible. Ce type de projet, dans une équipe data, c'est important de les prioriser et d'accorder le bon nombre de ressources parce que s'il est bien fait, en fait, vous économisez beaucoup de temps sur les demandes d'amélioration qui vont perturber les équipes data ou gérer des bugs qui vont aussi perturber le flow de l'équipe data. Donc ça permet de faire un peu l'identification du premier niveau. Mais en général, quand on fait de l'exploration, les product managers, ils veulent en savoir plus et ils vont commencer à demander pourquoi, ils vont commencer à vouloir aller plus dans le détail. Et là, un dashboard, ça ne suffit plus. Dans ce cas-là, le data analyst, du coup, va vouloir commencer à creuser les questions et il ne voudra pas repasser 2 semaines à concevoir un dashboard parce qu'en fait, les réponses, il en a besoin maintenant. Et donc, l'outil qu'on utilise, nous, chez Inato, ce n'est pas du dashboarding, c'est des notebooks SQL. Les notebooks SQL, c'est un peu comme une page Word, sauf que dedans, vous pouvez intégrer du code pour récolter de la donnée et vous pouvez visualiser vos analyses et vous pouvez mettre vos enseignements. Là, je vous ai mis un exemple où vous voyez le haut du document, mais en fait, il continue encore, où on met la première analyse qu'on met en général dans nos notebooks, à savoir, on rappelle le périmètre, super important pour toujours comprendre de quoi on parle, s'assurer qu'il n'y a pas de biais. Et donc, vous pouvez voir, là, sur le screenshot, vous avez déjà le contexte. Ensuite, vous avez un morceau de code, c'est du SQL, pour ceux qui connaissent. Vous avez la question à laquelle on veut répondre, la visualisation et l'enseignement. Ici, c'est un notebook SQL Osprey que vous voyez ici. C'est une boîte lyonnaise, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent. Et du coup, ça a vraiment changé la donne en interne depuis qu'on utilise cet outil-là. Parce que quand on veut lancer une analyse, du coup, on est beaucoup plus réactif, beaucoup plus rapide. On n'a plus besoin de faire un peu d'analyse sur un outil, mettre nos enseignements dans un outil de documentation. Tout est centralisé au même endroit. Et donc, c'est plus facile à maintenir parce qu'on n'a pas besoin d'aller à différents endroits pour rafraîchir l'analyse. Et surtout, ça a beaucoup amélioré la collaboration avec les product managers parce qu'en fait, ça rendait toutes les analyses beaucoup plus accessibles parce que mettre à jour, c'était automatique. Avec les outils, avec Osprey en l'occurrence, on peut mettre à jour toutes les heures, tous les jours comme on le souhaite. Et surtout, on a une intégration avec Notion, qui est notre outil de documentation, qui permet en fait de directement avoir ce doc, sans le code qui va peut-être moins intéresser le product manager, directement ce document, transformé en page Notion, qu'on peut directement mettre dans la documentation du product manager. Donc lui, en fait, il a tout le contexte, même toute son analyse, au même endroit, et il a accès plus facilement à tous les résultats. Et ça facilite beaucoup la collaboration, notamment dans un environnement qui est asynchrone, full remote, comme chez Inato.
Trop bien. Merci beaucoup Alexandre pour la présentation. C'est hyper clair et je pense que du coup cette petite notebook là, ça parlera à tous les data scientists qui sont dans la salle. Ce petit bout de SQL, finalement ça représente bien l'échange qu'il y a entre le produit et la data. Toi Louis, chez Front, comment ça se passe un peu le produit et finalement la spécification au début, la détection des besoins qu'on a au début d'un projet comme celui-là? Alors, du coup, une fois, donc Alex a mentionné le fait que le data analyst va débloquer ou aider le product manager à identifier des problèmes. Une fois que ces problèmes sont identifiés et que le PM a déjà une ébauche de solutions, là, le product analyst va également intervenir pour essayer de sizer l'impact que pourrait avoir cette potentielle solution. Je vais juste prendre un exemple chez Front. Une des propositions de valeur de Front, c'est d'automatiser un certain nombre de process qui n'ont pas de valeur humaine ajoutée grâce à des règles. Donc ça peut être, si vous regardez l'exemple que j'ai mis en bas, un email arrive, notre client a créé un certain nombre de règles qui sont exécutées. Cette conversation, donc cet email va être tagué avec des tags spécifiques qui vont permettre de donner un peu plus de contexte à la prochaine personne qui va ouvrir la conversation. Et ensuite, ce tag va déclencher la redirection vers la bonne équipe et l'assignation à la bonne personne qui va devoir traiter la conversation entrante. Donc c'est vraiment l'exemple sur lequel je vais m'appuyer tout au long de la présentation pour Front. Donc on a eu ce cas chez Front, comme dans toutes les boîtes, d'un PM qui arrive en nous disant voilà, on sait que nos gros clients utilisent vraiment Front et utilisent les règles. Et il se trouve qu'il y en a certains qui ont des milliers de règles parce qu'ils trouvent que c'est génial. Mais ils se rendent compte que la gestion du coup de ces règles devient très compliquée parce qu'à chaque fois qu'on veut faire une nouvelle modification, il faut aller chercher dans la liste des règles, trouver la bonne, la modifier et vérifier que ça n'impacte pas les règles suivantes. Donc le PM fait son travail de recherche, trouve des exemples parmi ses clients, essaye de comprendre ce qu'ils font spécifiquement et il se rend compte que on a un client qui en fait duplique un certain nombre de règles. Il y a une conversation qui arrive, il veut la taguer avec la région du monde à laquelle ça appartient et la rediriger vers l'équipe qui s'occupe de cette région du monde. Sauf qu'il a 100 régions dont il doit s'occuper, donc il a 100 règles différentes, 100 versions de règles différentes qui ont la même structure. On se dit, OK, solution, on va avoir une règle avec une structure et plein de variations possibles dans un tableau. Ça va être beaucoup plus facile à gérer. Le PM vient de voir et me dit, est-ce qu'on construit ça juste pour ce client qui est énorme, qui paye très cher Front? Est-ce qu'on est sûr qu'on se lance dans ce développement? Et du coup, là, le product analyst va avoir la valeur d'arriver avec un sizing précis OK, il y a 200 clients qui sont impactés potentiellement par ce projet. Je pense qu'on peut y aller. Donc, ce qu'on a fait, nous, product analyst, on a essayé de créer un fingerprint pour identifier chaque structure de règles, qui peut être assez compliqué parce qu'on a plein de conditions, plein de connecteurs logiques, plein d'actions différentes. Une fois qu'on a construit ce fingerprint, on valide avec les équipes techniques que la logique qu'on a prise, elle correspond avec l'implémentation qu'ils vont en faire ensuite. Et on identifie ensuite les clients potentiels. Du coup, ça a été vraiment notre analyse qui a permis de se lancer sur le projet. Et en plus de ça, on a réussi à prioriser les différentes briques d'implémentation et de commencer par la structure qui avait le plus d'impact. C'était le tagging. Donc c'était souvent les règles qui pouvaient être groupées, c'était souvent des règles de tagging. Donc on s'est dit, OK, on va commencer par ça. Peut-être que ce sera une demi-solution, mais au moins on va essayer de toucher le plus de monde avec cette première solution. Très bien, merci beaucoup. Du coup, maintenant qu'on a une bonne image de Inato et Front, qu'on voit comment vous utilisez un peu la data pour cette première étape, ensuite l'étape suivante, on l'a vu au début, c'est la spécification du besoin. Quid de la spécification de besoin? Qu'est-ce que data? Côté spécification, je reprends un exemple chez Front, toujours sur les règles.
Donc on oublie un peu les gros clients sur lesquels on a travaillé pendant des mois et on se rend compte, enfin, on sait que beaucoup de nos petits clients n'exploitent pas Front comme ils le devraient et ne créent pas de règles. Du coup, le PM réfléchit à une nouvelle expérience d'onboarding qui va amener les gens plus facilement vers cet espace de règles où l'administrateur de Front va pouvoir créer ses règles. Et il pense aussi à catégoriser les différentes règles, de montrer à l'utilisateur tout ce qui est possible de faire avec Front sous différentes familles qui sont vraiment tournées action. Avec Front, tu peux taguer tes conversations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux donner plus de contexte à tes collaborateurs. Ensuite, tu peux les assigner à la bonne personne en fonction de leurs skills, de leur charge de travail. Avec ce nouvel espace de règles, on a aussi créé un certain nombre de recettes, de templates, de règles déjà prêts que nos clients pouvaient utiliser directement sans avoir à se poser trop de questions. Le PM arrive avec cette solution, ces designs qui sont très beaux, et un certain nombre de règles, de recettes prédéfinies. Et là vient la question de valider toutes ces règles. Et l'équipe Product Analytics a été vachement impliquée dans cette partie-là, parce qu'en fait, on a créé un peu une boucle d'itération entre le produit, le design et le data analyst pour finalement valider que les templates étaient les bons et qu'il n'en manquait pas, et de prendre des décisions sur l'exacte recette qu'on allait proposer à nos utilisateurs. Donc les questions auxquelles on a répondu, en fait, on a utilisé l'existant. On est allé voir dans nos différents clients, on a essayé de les segmenter entre ceux qui exploitent Front de la bonne manière et qui gagnent en efficacité avec l'automatisation, ceux qui ne le font pas, ceux qui le font, qu'ont-ils mis en place? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'ils utilisent que nous, on aurait oublié de mettre dans nos templates? Parce qu'on a décidé de ne pas faire 150 templates différents. On a vraiment essayé de se restreindre à ce qui avait le plus de valeur pour nos clients dès le début. Et du coup, c'est comme ça qu'on a vraiment impacté les décisions produits et design au moment des spécifications. De mon côté, je vais vous donner un exemple de comment on a utilisé, au moment de la conception, comment on a utilisé la data pour essayer d'anticiper toutes les possibilités de ce qui pourrait apparaître à l'écran d'un utilisateur pour contrôler qu'on ne va pas avoir des cas un peu des effets de bord qu'on n'aurait pas anticipés. Donc là, je vais revenir sur le cas du planificateur d'essai dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour rappel, le but de cet outil qui est dans le produit, c'est à partir de quelques points d'entrée, donc là en l'occurrence à partir d'une maladie, de savoir à peu près combien d'hôpitaux on pourrait proposer à un sponsor, en tout cas combien d'hôpitaux on pourrait contacter, et compte tenu de ce qui s'est passé dans le passé, à peu près combien d'hôpitaux on serait susceptible de recommander à un sponsor. Donc là en haut vous avez le sélecteur dans lequel vous avez 406 possibilités de maladies. Et en bas, ce qu'on a rajouté, c'est un top 3. Donc on a fait un classement pour chacune des maladies, on a fait un algorithme. Pour chacune des maladies, on va proposer les 3 hôpitaux les plus pertinents pour cette maladie-là. Et donc au moment des débuts de la conception, on a commencé à la tester et on a du coup un membre de l'équipe produit, l'UX designer, qui en faisant des tests s'est aperçu que en fait, même quand il changeait la maladie, on avait régulièrement le même top 3 qui apparaissait. Et donc là, il a commencé à avoir un doute pour essayer, et c'est là où l'équipe data est entrée en jeu pour essayer de confirmer ce doute, essayer de voir à quel point c'était vrai, est-ce que c'était vrai partout, et est-ce qu'on pouvait expliquer pourquoi on avait cette redondance du classement, même quand on changeait les maladies. Donc ce qu'on a fait, c'est que vu que nous on a accès à la donnée qui alimente le dashboard, on a repris la donnée et on a projeté toutes les possibilités de choix dans le sélecteur de maladie. Et ça nous a permis de reconstituer, en utilisant l'algorithme, reconstituer à chaque fois le top 3 qui sera affiché.
Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu agrégé ces résultats pour les rendre plus digestes. On les a regroupés par catégorie de maladies, par groupe de maladies. Et on a pu constater cette redondance. Et en fait, on a vu que on avait beaucoup de redondance, donc beaucoup de fois le même top 3 que sur certains groupes de maladies. Et c'est des groupes de maladies en fait, qu'on connaissait bien, parce que c'est les groupes de maladies sur lesquels il y a beaucoup de maladies, mais nous, on n'a pas beaucoup d'expérience. Et ce que fait l'algorithme, en fait, c'est qu'il va récupérer les 3 meilleurs hôpitaux sur la maladie sur laquelle on a fait une étude, et il va extrapoler ce top 3 sur l'ensemble du groupe de maladies. Et ça faisait partie de l'algorithme. En fait, on aurait pu peut-être y penser, mais là, ça a permis de confirmer une intuition via juste une analyse chiffrée qui n'a pas forcément pris trop de temps, mais qui a permis d'expliquer ce que pouvait constater un utilisateur quand il allait utiliser le produit, et du coup, rassurer sur les choix qui avaient été faits au moment de la conception de l'algorithme. Et du coup, ça a permis d'avancer en validant que l'algorithme qu'on avait choisi, c'était le bon. Et on a pu aussi briefer les équipes en interne qui allaient utiliser l'outil sur pourquoi est-ce qu'ils pouvaient s'attendre à parfois voir les mêmes résultats dans ce fameux top 3. Super intéressant, merci. Du coup, maintenant qu'on a bien vu qu'il y avait une opportunité, il y avait un besoin, on l'a bien spécifié. Maintenant, l'étape finalement qui en découle, c'est le développement. Comment la data s'intègre dans cette partie-là? Ouais, alors, sur la partie développement, l'équipe data, ce n'est pas elle qui construit la feature, hein, c'est les ingés. Mais nous, on va intervenir pour préparer l'étape d'après, qui est la mesure, en rajoutant du tracking. Donc, au moment donné où les équipes d'ingénieurs conçoivent le produit ou intègrent la feature, ils peuvent rajouter des bouts de code qui vont permettre d'analyser ensuite, par la suite avec des outils appropriés, d'analyser comment les utilisateurs interagissent avec le produit. Et donc cette question du tracking, c'est un peu une question un peu compliquée parce que on peut tout traquer en fait. On peut traquer n'importe quelle interaction avec n'importe quel bouton. On peut remonter tout un tas d'informations quand on met du tracking. Et du coup, il y a un peu la question de qui s'en occupe, qui décide, qu'est-ce qu'on met, c'est quoi les règles. Et donc, il y a cette question de qui s'occupe du tracking. Chez Inato, historiquement, l'équipe data n'a pas trop regardé le tracking parce que pour la mesure de succès, donc en général, le tracking, c'est pour mesurer ensuite le succès d'une fonctionnalité, faire du monitoring. Nous, on n'avait pas besoin de cette donnée de tracking parce qu'on regardait de la donnée en base de données, dans la base de données de l'application, qui, elle, est 100% fiable. Et compte tenu de nos volumes, on voulait vraiment avoir cette fiabilité et qui est suffisante pour savoir si une fonctionnalité, c'est un succès ou non. Cela dit, du coup, en parallèle, l'équipe produit, elle rajoutait quand même un peu de tracking, mais elle le faisait avec ses propres règles. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'aujourd'hui, on commence à regarder un peu les événements de tracking parce qu'on commence à regarder un peu dans le détail en fait, ce qui se passe en termes d'interaction. On va regarder si un utilisateur il a utilisé tel filtre parce qu'on a rajouté ce filtre-là et on s'attend à ce que ça améliore la navigation par exemple. Et on a constaté que quand on regarde ce qui est traqué depuis plusieurs mois, parfois on a du mal à retrouver certains événements. Parfois, ce n'est pas clair au niveau du nom, qu'est-ce qui est traqué en fait, qu'est-ce que ça veut dire dans les interactions sur le produit. Et parfois, il va manquer de l'information. Quand on va traquer un clic, par exemple, on a envie de savoir si la personne qui a cliqué, c'est un hôpital ou un sponsor ou un utilisateur interne. Et parfois, il manquait cette information-là. Et du coup, on est en train de revenir un petit peu de ce monde où c'est plutôt l'équipe produit qui fait le tracking vers un monde où en fait, on a envie de mettre en place des règles. Nous, côté front, c'est un peu différent. C'est plutôt le Product Analytics qui est responsable de ça, du tracking. Parce que c'était fait comme ça depuis le début. Du coup, les points positifs, c'est que celui qui met en place le tracking, c'est aussi celui qui va faire l'analyse. Donc, il va s'assurer que le tracking est bien en place avec les bons noms et que c'est bien envoyé au bon moment. Donc, a priori, on devrait avoir une data qui est vraiment fiable pour l'analyse. Le problème dans nos petites boîtes et nos petites équipes Product Analytics, c'est qu'il n'y a pas un Product Analyst sur chaque projet et il y a plein de choses qui sont développées à côté sur lesquelles il n'y a pas de tracking. Et quand on veut y revenir, parce qu'on commence à s'intéresser à cette fonctionnalité-là,
on est un peu coincé. Du coup, à la fois chez Front et chez Inato, on est en train de se poser, enfin pas de se poser des questions, mais de travailler pour arriver au plus près d'un monde idéal où toutes les règles donc, sur le nom des événements et le contexte associé, donc tous les petits trucs dont on a besoin pour utiliser au mieux les événements de tracking. Ça peut être des clés pour les ramener à la data du back-end, par exemple. Ça, ces règles, elles doivent être inébranlables, elles doivent être pensées par la team data. Et de l'autre côté, une fois qu'on a fait ça, on est en train d'essayer de transférer la responsabilité de la création des événements plutôt côté produit et tech. Par exemple, en rajoutant une nouvelle étape dans le processus de QA à la fin du développement, et que ce soit les ingénieurs qui soient responsables d'ajouter le tracking en suivant les règles qui sont établies par la team data au préalable. Voilà notre monde idéal, et on espère y arriver un jour. Bientôt. Bientôt. Trop bien. Du coup, maintenant qu'on a développé notre feature vraiment qui répond aux besoins, qu'on a réussi à le traquer dans ce monde idéal avec des super mesures, qu'est-ce que c'est la dernière étape? Ouais. Sur la dernière étape, donc, le tracking a été mis en place. Souvent, ce qu'on a fait en amont, on en parle ici dans cette étape de mesure du succès parce que ça a plus de temps, mais c'est souvent quelque chose qu'on fait dans les premières phases d'un projet, c'est de définir comment on va mesurer le succès d'une nouvelle fonctionnalité, de ce qu'on est en train de développer. Et le fait de le définir avant permet aussi de mettre en place le tracking qui est nécessaire et d'être sûr qu'on va pouvoir mesurer ce qu'on a défini au début. Pour revenir à l'exemple de Front, toujours autour des règles, je vous ai parlé de cette nouvelle expérience d'onboarding. Avec les PM, on a vraiment fait une réunion de cadrage autour de ce projet pour essayer de voir comment est-ce qu'on allait mesurer le succès de cette nouvelle expérience qui changeait complètement l'onboarding de nos clients. Donc on a décidé de regarder étape par étape, avec d'abord est-ce que nos clients complètent l'onboarding et suivent la checklist qu'on leur a proposée. Ensuite, une fois qu'ils arrivent sur ce nouvel espace de règles, est-ce qu'ils ont vraiment une vraie découverte de ce qu'on leur propose? Est-ce qu'ils finissent par utiliser les règles? Et ensuite, plus compliqué, est-ce que ça a vraiment un impact sur leur conversation? Est-ce qu'elles sont vraiment impactées par un processus d'automatisation? Est-ce que ça leur permet de gagner en efficacité? Donc ça, c'était notre framework de mesure. Ce qu'il a fallu ensuite faire, c'est de définir les targets qu'on voulait mettre à chaque étape. Et le plus compliqué dans ce projet, ça a été de définir le timing sur lequel on voulait regarder ces différents événements, parce qu'on sait qu'un processus d'onboarding sur un outil peut prendre plusieurs mois dans une boîte. Ouais. Et ouais, c'est vrai que le timing, du coup, c'est un gros sujet dans la mesure. Et en particulier, c'est un sujet chez Inato, qui est une boîte B2B, pour deux raisons. Déjà qu'on a envie de faire de la mesure, on veut avoir beaucoup de résultats, mesurer des grands écarts pour avoir des chiffres robustes. Et du coup, chez Inato, faire tout le funnel, ça peut prendre jusqu'à plus de 2 semaines. Vu qu'on est sur du B2B, on n'a pas forcément des gros volumes. Donc, le timing pour la mesure, c'est vraiment un enjeu essentiel. Et là, je vais vous montrer un exemple où, en fait, la mesure de succès qu'on avait définie à la base, finalement, on l'a un peu reléguée en deuxième place pour privilégier une mesure de succès pour laquelle on aurait une mesure plus rapide. Donc, pour le contexte, je reviens sur l'autotest dont je parlais tout à l'heure. Donc, pour rappel, l'autotest, le but, c'est que les hôpitaux ils fassent ce petit formulaire en début de candidature. À partir de ce petit formulaire, on leur dit de manière automatique si ce serait des bons candidats ou peut-être qu'en fait, ce n'est pas pour eux cette étude clinique. Le but, c'est qu'on écarte plus rapidement les mauvaises candidatures, que du coup, nos équipes d'experts en interne, elles aient moins de mauvaises candidatures à revoir
et du coup qu'on ait des meilleurs taux de recommandation et qu'on se concentre que sur des candidatures plus qualifiées. Là, vous pouvez voir à gauche, c'est ça le message qu'un hôpital il reçoit justement quand il a rempli ce petit formulaire. On lui dit automatiquement, voilà, pour telle et telle raison, vous ne seriez pas un bon fit pour l'étude, et on leur donne la possibilité de sortir du process à ce moment-là. Et donc, en termes de définition de mesure de succès, en fait, en général, la mesure de succès, c'est la mesure du problème qu'on a eu à la base quand on a fait l'exploration. Et à la base, quand on a fait l'exploration, ce qu'on avait constaté, c'est qu'on avait dans le funnel, on avait une grosse perte entre deux étapes. Et nous, ce qu'on veut, c'est réduire cette perte. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on lance la fonctionnalité, pour vous constater qu'on a amélioré la situation, ça allait nous prendre à peu près 2 mois, le temps qu'on ait suffisamment de résultats pour qu'on puisse conclure sur l'efficacité de la fonctionnalité. 2 mois, ça fait trop pour pouvoir prendre des décisions, itérer et s'améliorer. Du coup, on a changé en fait, de mesure de succès. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait regarder une autre mesure qui est le pourcentage des hôpitaux qui appuient sur le bouton vert. En fait. Et normalement, si la recommandation, le diagnostic est bien fait et que quand on dit qu'un hôpital est un mauvais candidat, en fait, c'est effectivement un mauvais candidat, et qu'il appuie bien sur le bouton vert, normalement, en bout de chaîne, on devrait voir une amélioration de l'objectif business, la première mesure qui a été définie. Sauf que, grâce à cette mesure, en fait, on pouvait avoir des résultats beaucoup plus nombreux et en un temps beaucoup plus réduit. Et ça, notamment, ça nous a permis de passer de 2 mois à 2 semaines. Et ça nous a permis de mesurer plus rapidement l'efficacité de la fonctionnalité et de plus rapidement réagir quand on a vu qu'au début, notamment, en fait, les gens n'appuyaient pas beaucoup sur le bouton vert. Donc, en fait, on a rajouté des contraintes. Ça nous a permis d'être beaucoup plus réactifs, d'itérer beaucoup plus rapidement sur le produit. Et ça permettait de boucler la boucle. Ok, je pense que ça fait une belle histoire de comment la data contribue au développement de produits. Et du coup, c'est quoi la suite pour vous? Ouais. Du coup, nos priorités dans l'équipe data pour le prochain trimestre, donc au-delà des projets qu'on a en cours, on en a parlé, c'est le tracking. Donc, définir des règles pour que en fait, ça soit simple de définir un plan de tracking quand il y a une nouvelle fonctionnalité, qu'on ne se pose pas tout le temps 1 milliard de questions sur comment on nomme, qu'est-ce qu'on met comme règle. Et ça, c'est l'équipe data du coup, qui va prendre l'ownership pour créer cette standardisation en partenariat avec l'équipe produit. Et le deuxième point, c'est le self-service, j'en parlais tout à l'heure. Nous, on veut promouvoir le self-service, que les personnes en interne puissent explorer la donnée de manière autonome. On a fait un gros travail d'organiser mieux nos données par le passé. Aujourd'hui, on veut mieux documenter pour que n'importe qui va consulter les données qu'on a dans nos systèmes puisse voir chaque colonne, chaque point de données, à quoi il correspond et que ça soit facile pour lui ensuite de pouvoir l'analyser. Donc ça, ce sera encore après. Chez Front, on a à peu près les mêmes défis. Donc toujours autour du tracking, c'est quelque chose sur lequel on veut pas mal investir parce qu'on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps là-dessus et on espère avoir quelque chose de standardisé et de pouvoir transférer du coup cette responsabilité aux équipes produits et tech. On fait assez peu d'exploration self-service. Et donc on va essayer de mettre plus d'efforts sur cette partie-là parce qu'on n'a pas assez de data analyst pour couvrir toutes les parties de notre produit. Et avec la team data vraiment transverse, on est un peu en train de réfléchir notre stack d'outils de data visualisation et d'exploration. Parce que ça fait un moment qu'on utilise les mêmes, qu'on commence à avoir de nouveaux besoins et du coup on est en train de faire un peu une rétrospective sur ce qu'on doit garder, ce qu'on doit changer. Et voilà. Nos défis Front Inatos, ça tourne un peu tout le temps autour de l'enjeu de dégager du temps et du focus pour le product data analyst pour qu'il ait en fait plus de valeur, pas forcément à créer des dashboards sans cesse ou à répondre à des petites requêtes, mais de consacrer la plupart de son temps
sur des projets où il va vraiment avoir une valeur ajoutée, qui ne pourrait pas être fait automatiquement. Et du coup, en mot de la fin, on voulait partager une bonne pratique qu'on a constatée. En général, le data analyst, il peut adresser plusieurs types de besoins. Il va avoir plusieurs interlocuteurs dans différentes équipes. Et du coup, il pourrait avoir des organisations où le data analyst il va parler avec les équipes Customer Success, Sales, etc. Et en même temps, en parallèle, travailler sur les sujets produits. Nous, on pense que ce n'est pas la meilleure organisation. L'organisation qui marche le mieux, c'est quand il y a un data analyst qui est dédié aux enjeux produits et qui travaille en collaboration avec le product manager, le designer, l'engineer, qui fait partie de l'équipe en fait du développement produit. Ça permet de développer des skills spécifiques. Je parlais de tracking, c'est vraiment particulier au produit. Les sujets de mesure de succès, c'est assez particulier au produit aussi. Il y a aussi le fait de changer de contexte, avoir tout le contexte depuis les premières étapes d'exploration jusqu'à la mesure de succès sans changer tout le temps de problématique. Ça permet vraiment d'avoir le focus dont parlait Louise et ça permet de ce qu'on a vu d'avoir vraiment un impact maximum avec ce type d'organisation. Et voilà, merci. Et c'est le mot de la fin. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, bravo. Du coup, j'y vais avec ça, c'est ça? Je demanderai la technique. Moi, j'ai une petite question sur justement les ressources. Enfin, je pense que c'est le nerf de la guerre, les ressources data pour le produit surtout. Ma question, c'est dans quelle mesure les product managers, owners, ils sont autonomes en data et où ils dépendent vraiment de leur data analyst qui est rattaché. Et du coup, ceux qui n'en ont pas, comment ils font ou comment ils ont fait, comment ils feront. Tu veux qu'on passe ça? Ouais. Alors chez Inato, je donne l'exemple un peu de chez Inato. Il y a différents types de profils. Il y a des product managers qui savent déjà utiliser SQL. Et dans ces cas-là, ce qu'on va faire, en général, le maître mot, c'est de développer un maximum l'autonomie pour libérer du temps et donc donner les bons outils pour que la personne puisse, de manière le plus autonome possible, faire les analyses. Et donc, pour un PM qui sait bien utiliser du SQL, c'est lui donner de la bonne documentation, les bons outils pour qu'il puisse faire l'exploration, par exemple. Et pour un product manager qui n'a pas des compétences SQL pour aller explorer par lui-même, c'est plutôt mettre à disposition un maximum de dashboards, reporting qui permettent de faire de l'exploration autonome. Et la partie tracking aussi, c'est quelque chose qui permet notamment aux product managers d'utiliser des outils d'analytics justement pour pouvoir faire des analyses un peu de manière autonome. C'est un peu comme ça que faisait avant que j'arrive par exemple chez Inato, que l'équipe produit faisait les analyses, c'était via le tracking. Okay. Mais qui met en place le tracking au début? Du coup, c'est juste dev et product? Ouais, c'est ça. C'était ça le contexte chez Inato, en fait, c'était que c'était dev et product qui faisaient le tracking. Et les problèmes du coup qu'on a rencontrés, c'est que sur le long terme, après, on a plus de mal à s'y retrouver. Mais au début, ça fonctionne bien. Nous, du coup, je pense que chez Inato, c'est la même chose, mais on a à peu près un data analyst pour 3 équipes produits, produits et tech. Donc forcément, on ne peut pas suivre chaque projet. Et il y a des squads, des équipes qui ne sont pas supportées par un data analyst. Dans ces cas-là, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'avoir soit des engineering managers, soit des techs qui peuvent se débrouiller un peu en SQL et de leur donner en fait soit des tables déjà agrégées, déjà enrichies, avec la documentation sur lesquelles ils vont pouvoir travailler un peu en autonomie. Et là, ça va vraiment être du consulting je t'aide à débugger ta query SQL pour te permettre d'avancer. Mais je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse parce que j'ai priorisé mes projets et ça n'en fait pas partie, quoi. Voilà. Et le monde idéal, c'est d'avoir un product analyst par équipe. C'est assez compliqué dans nos tailles de boîte. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Ah là, super. C'est devant que ça s'allume en premier, c'est ça? Merci pour la présentation déjà. Petite question, c'est quoi la structure de vos équipes tech, product, data chez Inato et chez Front? Un peu le nombre de personnes et les postes? Chez Front, il y a pas mal d'équipes différentes, mais à l'intérieur d'une équipe, c'est un product manager, souvent un engineering manager et 6 ou 7 devs. Et un designer qui, lui, pour le coup, est souvent associé à une équipe en particulier. Il y a un peu plus de retours sur ce designer. Et on a eu à une époque aussi un UX researcher qui, lui, s'occupait plutôt de la partie user interview, définition avec nos clients. Voilà. Ouais. Chez Inato, il y a un peu plus d'une dizaine de software engineers avec un engineering manager. Et après, sur la partie produit, on a 3 product managers qui sont en collaboration à chaque fois avec un product designer, qui est des collabs par périmètre produit. Et quand il y a des initiatives produits, ils vont embarquer 1 ou 2 ou 3 software engineers sur une période de temps limitée qui correspond en fait au développement de la nouvelle fonctionnalité. Et l'équipe data, du coup, en parallèle, elle a 2 product data analysts aujourd'hui et on se répartit en gros les scopes. Donc il y a 3 product managers. Aujourd'hui, on dit pendant cette période de temps, ce product data analyst il va être avec ce product manager et ce data analyst va être avec ces 2 autres product managers. Il va s'occuper de ces problématiques particulières. Et toi, tu fais partie des 2 product Ouais, c'est ça. Alors moi j'avais une question, c'est par rapport à l'exemple de tout à l'heure, tu sais le designer qui avait remarqué qu'il y avait peut-être une erreur. Est-ce que vous avez, ça m'a un peu interpellé, est-ce que vous avez des outils en data d'analyse de la, je ne sais pas si je peux dire qualité de la data qui est proposée, c'est-à-dire excepté d'incohérence, voilà, des data qui sont proposées, excepté le point de vue d'un utilisateur qui s'en rende compte. Est-ce que vous avez des outils automatiques pour détecter ces incohérences? Alors oui. En fait, grossièrement, l'équipe data, elle récupère la donnée de plusieurs sources de données. Donc une source de données, par exemple, ça peut être la base de données de l'application. Et à partir de là, on va appliquer plein de transformations pour qu'elle soit clean et prête à être analysée. Et au moment de faire ces transformations, nous, on utilise un outil qui s'appelle DBT, dans lequel on peut intégrer des tests. Et donc en fait, on fait des tests à la fois des tests de non-régression, enfin des tests de contrôle qualité, quoi. Et ça nous permet, nous, d'être sereins quand on fait des changements, de voir que si on casse un test, c'est que probablement on a fait une régression. Et on l'utilise un peu pour faire du test de qualité aussi, même si ce n'est pas une très bonne pratique. Ou par exemple, s'il y a de la donnée bizarre qui arrive en entrée, normalement, on a mis des tests en place pour que ça fasse casser la pipeline, quoi. Mais sans rentrer trop dans les détails, il y a un peu les tests non-régression, on ne casse rien quand on fait des changements, et les tests de qualité pour la qualité de ce qu'il y a en source. Et aujourd'hui, on fait tout au même endroit, et on aimerait bien séparer les deux justement pour faire plus de tests de qualité. Mais voilà, c'est un moyen de le faire, DBT les tests. Nous, on fait à peu près pareil. Alors, on n'a pas de DBT, mais sur Airflow, notre data engineer, il met pas mal de tests d'alerting en place. Si jamais à un moment on ne collecte pas assez de données ou ce genre de choses. Et après, en fin de funnel, on a un peu des choses qu'on a mises en place à l'intérieur de la team data où on reporte des métriques qu'on suit. Ça nous permet à la fois de vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est cassé, mais aussi de détecter un problème qui arrive chez nos clients. Donc c'est un peu en entrée et en sortie de funnel, donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Il y a pas mal d'outils qui existent vraiment sur la partie qualité de données comme Monte Carlo ou des choses comme ça, où là il y a des choses plus fines que tu peux mettre en place. Mais du coup c'est un setup, c'est un outil, un setup assez complet, quoi. Merci. Je vois qu'il y a une question. Il y a une question là ou non, sur ma question. Ah oui, pardon.
Et n'hésitez pas à parler un peu fort, je pense, quand vous posez des questions. Vous entendez derrière ou pas? Moi j'ai une question, surtout dans vos équipes, a priori, comme vous avez dit, vous n'avez pas de product data analyst par équipe, par PM. Ouais. Du coup, c'est quoi vos cérémonies? Comment vous faites pour que le product data analyst il soit quand même dans le métier, qu'il ait la compréhension du produit, du métier, pour avoir des analyses qui sont pertinentes en fait? Et voilà, quel orga vous avez avec le produit, avec les PM, pour transmettre cette compétence? Culture produit. Ouais. Tu veux commencer? Allez. Alors du coup, nous, chez Front, les product analysts, ils ont quand même un scope assez défini. Même si on ne va pas supporter tous les projets de toutes ces squads. Moi, je m'occupe que des équipes qui sont à Paris. Et je ne vais pas forcément bosser sur d'autres sujets. Donc c'est un premier focus où j'ai de l'expertise déjà sur ces équipes-là. On participe pour toutes les équipes, même celles qu'on ne va pas supporter pendant le quarter, aux cérémonies de roadmap planning. Donc nous, ça arrive tous les quarters. Ça permet de définir avec eux, de comprendre quels projets sur lesquels ils vont travailler, de définir là où on va, nous, avoir le plus de valeur et se concentrer sur cela, et de définir des OKR globaux. Et là, normalement, on est censé aider un peu toutes les équipes au même niveau pour qu'ils aient au moins un framework global sur leurs OKR qui est en lien avec les projets sur lesquels ils le font. Et après, une fois qu'on a plus ou moins priorisé nos projets et qu'on se dit c'est sur cette équipe qu'on va passer le plus de temps, là, moi, je vais à presque toutes les cérémonies de la squad. Donc ça va être les stand-up, les rétros parfois, et j'ai un one-one avec le PM pour parler seulement des sujets data. Okay. Voilà. Et en fait, on fait un peu une catégorisation comme ça des équipes. Il y a une équipe dans laquelle on est vraiment intégré et les autres qu'on supporte. Et donc là, forcément, on va à moins de stand-up, on est un peu plus loin et on intervient. J'ai quand même des one-one avec les PM pour intervenir sur les questions les plus chaudes. Voilà. Et chez Inato, du coup, on a un rituel au moins hebdo, enfin on a un point de contact hebdo avec le product manager et le software engineer sur une fonctionnalité ou un périmètre particulier. Donc ce point de contact hebdo, c'est déjà beaucoup plus fréquent que ce qu'on a sur la partie BI où on fait beaucoup d'asynchrone et c'est des échelles de temps beaucoup plus longues. Donc voilà, on a des rituels weekly et on a un point de contact quotidien aussi, mais dans lequel on ne va pas tous les jours, mais dès qu'on a des résultats d'analyse à partager, on peut se connecter et du coup on peut prendre ce temps. On a en tout cas cette liberté de se connecter pour partager des résultats et avoir l'opinion du product manager et du software engineer. Il y a une question au fond, je crois. Un des enjeux un peu standards quand tu as des équipes qui grossissent et qui se démultiplient, c'est de partager les mêmes définitions pour les mêmes choses. Des exemples bêtes, je ne sais pas, on va avoir l'équipe commerciale qui va se concentrer sur un nombre de clients. On va avoir une autre équipe support qui va aussi se concentrer sur cette même data, et le produit également. Mais on va tous avoir des définitions qui peuvent être légèrement différentes. Typiquement, un client pour un commercial, ça peut être la personne qui a signé un devis. Là où pour le Customer Success, ça va être quelqu'un qui a au moins un mois d'ancienneté, enfin qui est abonné depuis au moins un mois. Comment vous faites dans vos boîtes respectives pour avoir une définition harmonisée de métriques un peu clés? J'y vais. Comme tu veux. Je peux donner un exemple. Ouais, en fait, donc en gros, le problème que ça pose, c'est qu'en général, on a des chiffres, on s'attend à avoir le même chiffre à deux endroits différents, et en fait, on a deux chiffres différents. Et ça, en gros, en général, c'est parce qu'on a des sources de vérité différentes. Donc, les sources de vérité, c'est des méthodes de calcul différentes à deux endroits différents. La manière dont on a résolu ça, en tout cas qu'on essaie de résoudre ça chez Inato, c'est en retravaillant notre modèle de données. Donc,
Tout à l'heure, je parlais de on récolte des données et ensuite on fait la transformation et on la met à disposition pour faire des analyses. Au moment de mon arrivée, en fait, il y avait plusieurs silos de transformation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a unifié ce silo de transformation en utilisant justement DBT et ça a permis en fait de centraliser les sources de vérité. Je donne un exemple. On avait le nombre d'hôpitaux qu'on a sur la marketplace. On pouvait trouver un dashboard avec un nombre, un autre dashboard avec un autre nombre parce qu'en fait, ça n'interrogeait pas la même source de vérité. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout regroupé. Et donc, la liste des hôpitaux, en fait, il n'y avait qu'une seule table dans laquelle on pouvait la trouver. C'est l'équipe data, je vous parlais tout à l'heure de l'équipe core, qui est responsable de l'ownership de ces données-là. Et donc ça nous a permis de résoudre beaucoup de problèmes. De manière concrète, ça a permis de résoudre beaucoup de questions d'incohérence entre des dashboards, parce que du coup, on n'avait qu'une seule source de vérité. Mais voilà. Donc une équipe qui a l'ownership de ces data clés. Ouais, des data clés, ouais, c'est ça. Qui les diffuse comme unique source de vérité. C'est ça. Si, pour juste rajouter, du coup chez Blablacar, il y avait énormément d'analystes différents qui bossaient sur des sujets différents et chacun avait un peu sa propre tambouille. Ce qu'on a essayé de faire, alors que ce soit avec DBT ou avec Airflow, on a un repo GitHub sur lequel toutes nos transformations sont. Et du coup, on essayait un peu d'évangéliser toute l'équipe data à utiliser ces tables qui étaient déjà agrégées, dans lesquelles les indicateurs étaient déjà calculés, pour être le plus consistant possible. Parfois, ce n'est pas hyper simple en fonction de l'outil de visualisation qu'on utilise. Par exemple, chez Blablacar, on utilisait Tableau. Tableau, ça incitait pas mal à utiliser des requêtes SQL custom. Donc, chacun faisait un peu son propre truc. Aujourd'hui, chez Front, l'équipe Go-to-Market utilise Looker, où là, c'est un peu plus simple de définir déjà des calculs. Et à chaque fois qu'on rajoute un nouveau modèle, on doit le définir, et donc ça permet d'être un peu plus consistant. L'équipe Product Analytics n'est pas sur Looker. Donc c'est un peu cette réflexion qu'on a de se dire, bon, est-ce que si on est sur le même outil, on peut exploiter ce truc de Looker, d'aligner tout le monde. Donc ça passe un peu par l'outil plus utiliser les mêmes sources de données agrégées et pas seulement à l'intérieur d'une sous-équipe data. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Je rebondis sur la question d'avant, que j'ai amenée, mais je voulais poser la question peut-être un peu différemment parce que je ne sentais pas la réponse c'est vraiment sur la définition des mots. Ma question, c'est dans l'entreprise, on utilise des mots et il y a plein de personnes qui vont utiliser des mots, les mêmes mots, pas pour les mêmes définitions. Donc avoir la même donnée à la fin et le même résultat, c'est une chose, mais c'est juste comment est-ce qu'on s'assure que cette culture elle est diffuse et que tout le monde va utiliser les mêmes mots dans l'entreprise. Ouais. Alors, ça, on n'a pas résolu encore trop de problèmes. Non, mais alors, on n'a pas encore résolu le problème. En gros, on voudrait résoudre ce problème-là en ayant déjà un support qui permet d'être connecté à la donnée et de faire de la documentation justement pour faire cette définition et que ça soit la source de vérité. Notre angle, c'est d'utiliser un outil de documentation. Donc on est en train, là c'était ce qu'on a fait pendant le premier trimestre, on a commencé à regarder quels étaient les outils de documentation qui existaient, on en a testé quelques-uns, par exemple vous avez Selectstar, Castor, qui sont des outils de documentation. Et le but c'est qu'on ait un seul outil de documentation qui soit partagé par l'entreprise, dans lequel on va retrouver justement ces définitions clés. Donc c'est ça notre angle, mais on ne l'a pas encore résolu. Aujourd'hui, on n'a pas le référentiel avec la définition qui doit être utilisée par tout le monde sur chaque item. L'outil, ce serait plutôt un glossaire plutôt que dans Notion ou une page partagée. C'est vraiment un outil de glossaire, Castor. C'est un outil de doc. C'est un outil de doc qui est connecté directement avec la donnée. Okay. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous faites, en gros, dans Notion, si tu fais un glossaire, et que, par exemple, tu dis cette métrique-là, elle se base sur ces données-là,
bah, tu dois le maintenir à la main en fait. Tu vois, si tu changes les données, au bout d'un moment, va falloir le maintenir et ça c'est insupportable, en gros ça ne marche pas. Et donc les outils comme Castor, bah, tu as ta documentation qui est directement reliée à ta donnée. Donc si ta donnée elle change, bah, tu peux facilement refaire la connexion, quoi. C'est ça le gros avantage en fait, de ces outils, c'est que c'est de la doc connectée avec ta donnée. Je pense qu'il y a un levier aussi, on disait tout à l'heure, notre conclusion c'était un peu, il faut que le product analyst il soit un peu au même niveau que le PM. Souvent, quand tu regardes dans des boîtes, c'est souvent les PM qui présentent les résultats, c'est lui qui est responsable de la fonctionnalité qu'il a été amené à construire avec l'équipe. Je pense que le product analyst, il a aussi un rôle un peu plus important d'évangélisation de l'équipe et du PM, et du coup le fait d'être un peu plus au même niveau, c'est un peu difficile de le faire, mais de ne pas être seulement une équipe support qui va répondre à des questions et d'être moteur, et ça permet peut-être aussi un peu plus d'alignement là-dessus. Et c'est un angle un peu plus compliqué, mais... Je pense que ce sera la dernière question. J'aurais une question, c'est par rapport à ce que vous avez des exemples de fois où vous avez repéré des fausses bonnes idées, où le product manager il avait une idée de produit qui lui paraissait géniale, et en fait vous, en voyant les données, vous avez dit bah, en fait non, ce projet il va pas être pertinent, ou ça... Bah, en fait, souvent ça se passe pas mal pendant les roadmap planning justement, où on a l'impression que c'est des choses... Alors, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais en tout cas, ça va pas forcément avoir de l'impact, pas en termes de plus de sous qu'on va gagner, mais juste à améliorer l'expérience. Et du coup, là, souvent, cette étape d'impact sizing, elle est assez importante pour les product managers qui se disent que ça va être un game changer pour l'expérience. Et en fait, dans la réalité, quand on réfléchit bien à qui va être impacté, quel est le delta qu'on peut gagner sur ces gens-là, on se rend compte que finalement, il n'y a peut-être pas une si grosse opportunité que ça. Donc souvent, on se rend compte dans ces moments-là. Après, le choix reste à la discrétion du product manager qui peut aussi prendre des décisions. Ok, ça ne va pas impacter, mais on pense que c'est déterminant pour d'autres projets ensuite. Mais au moins, on est rassuré, on est conforté sur le fait que ça ne va peut-être pas faire bouger les choses tant que ça. Alors, étonné, je ne sais pas, mais là, par exemple, je m'occupe aussi de la partie search à Paris. Donc, tu recherches tes emails dans Front. C'est une fonctionnalité qui est assez compliquée. On a plein de projets qui sont super lourds en termes de développement. Et en fait, en faisant l'impact sizing, on s'est rendu compte qu'on allait vraiment gagner peanut parce que les gens qui allaient être impactés par cette fonctionnalité, finalement, c'est 0,5% de nos clients et c'est des gens qui ne font pas beaucoup de search. Et du coup, ça a remis un peu en cause le projet. Ouais, moi, j'ai un exemple on avait un filtre en fait, qui permettait de passer d'une exploration des essais soit de manière complète, on avait toute la liste, soit on était dans un mode préfiltré, un peu customisé. Et on se posait la question de est-ce qu'il faut mettre le choix par défaut toute la liste ou par défaut la liste déjà filtrée. Et en fait, il y avait un angle produit à la base qui était de mettre le choix déjà préfiltré. Et on s'était rendu compte en faisant de l'exploration qu'en fait, il y a très peu de gens qui utilisaient ce mode filtre. Et donc, en fait, on a regardé un petit peu les chiffres, le tracking, en regardant en fait que le fait que les gens jouaient pas trop avec ce filtre-là. On est revenu à le mode avec toute la liste, voilà, plus simple. Et on a quand même mis une métrique de contrôle pour voir si les utilisateurs finissaient par jouer avec, parce que peut-être potentiellement avec le nombre d'essais qui va grandir, les gens auront plus besoin de cette fonctionnalité de préfiltre. Donc on monitore, mais pour le moment, on n'a pas besoin. Voilà. C'était un exemple de ils voulaient faire comme ça, on a regardé les chiffres, en fait c'était pas trop pertinent et on l'a pas fait. C'était vraiment une fonctionnalité où tu allais activer le préfiltre. Ouais, c'est ça. Tu pouvais toggle
passer de pré-filtre à poteau. Je propose qu'on s'arrête là, parce que sinon on n'aura pas le temps de boire un coup et vous poser vos questions. Et du coup, je vous propose de descendre